Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo bilan puisque en avril c'était les 1 an de mon statut de freelance. Donc ça y est, j'ai passé la première année de ma micro-entreprise et je me suis dit que ça peut être pas mal de faire un petit peu une rétrospective sur YouTube pour essayer un petit peu de voir ce qui s'est passé durant ces 12 derniers mois par rapport à mon activité. Vous donner aussi quelques chiffres, notamment sur la répartition de mes revenus puisque j'ai plusieurs sources de revenus dans cette activité-là. Et aussi pour vous donner quelques conseils, puisque en 1 an j'ai quand même retenu certaines choses et je pense que ça peut être pas mal de les partager avec vous. On va commencer tout de suite avec une petite rétrospective des principaux projets, ou en tout cas de ceux qui m'ont le plus marqué. Évidemment, il n'y en a pas eu beaucoup dans cette première année puisque au final, les 5 premiers mois étaient durant mon alternance et mon master. Donc j'ai créé ma micro-entreprise pour avoir l'opportunité d'accepter certains projets et de participer notamment à des marchés de créateurs et de créatrices parce que j'avais très envie de le faire et il faut un statut officiel pour pouvoir participer. Donc c'est avant tout pour ça que j'ai lancé mon activité, même si ça me trottait déjà dans la tête. C'est en tout cas la raison qui m'a poussée à le faire avant de terminer mes études. Les 5 premiers mois, j'ai pas eu beaucoup de projets, je n'en cherchais pas, je ne cherchais pas à gagner de l'argent avec mon activité. Donc il y a eu 1 mois à zéro, quelques mois avec des petits revenus, mais c'était principalement de la cession de droits d'utilisation pour une illustration ou alors les premiers marchés auxquels j'ai participé. Je peux notamment du coup citer le projet La Petite Épicerie qui est un coffret de peinture au numéro. C'est le premier gros contrat que j'ai pu avoir pour utiliser une de mes illustrations. Donc ça m'a rendue super heureuse, notamment parce que c'était un projet qui allait rendre une de mes illustrations concrète sur un objet et c'est vraiment ce qui me plaît le plus dans mon activité. Et ensuite il y a eu bien sûr les tout premiers marchés auxquels j'ai participé, dont celui des Mariettes pour lequel j'ai dédié toute une vidéo qui est disponible sur YouTube si ça vous intéresse. Et vraiment c'était une super expérience aussi, je regrette pas du tout. Aller au contact des gens et pouvoir vendre ses créations, ça c'est quelque chose qui me plaît vraiment et du coup j'étais super heureuse de pouvoir concrétiser ça. Ensuite en juillet j'ai eu mon premier gros devis accepté qui était à plus de 1 000 €. Donc là pareil, ça a rendu un peu plus mon activité concrète et j'étais vraiment trop heureuse. Il s'agissait de la première fresque participative que j'ai pu créer pour les Nanas de Paname. C'est une société qui organise des événements pour des marques, donc soit des soirées d'influence, soit des soirées pour fêter le lancement d'un produit, ce genre de choses. Et c'est une société qui s'oriente plus sur les projets qui sont menés par des femmes. Et là il s'agissait du coup d'une grande toile d'1,50 m sur 1,50 m pour les 10 ans de la marque Pomme Poire. J'ai dû créer l'illustration, retracer les contours sur cette toile et durant la soirée j'animais un petit peu l'atelier pour que les gens qui étaient invités puissent venir peindre avec moi. Et à la fin la toile du coup est conservée par la marque qui l'a affichée dans ses bureaux. Donc c'était un très cool projet aussi, ça m'a permis de me rendre compte que je pouvais faire des choses en grand format et là c'était vraiment chouette comme expérience. Je connais pas du tout non plus le monde de l'événementiel et du coup ça m'a fait mettre un pied dedans et c'était aussi du coup le premier projet un peu conséquent que j'ai pu avoir. Ensuite août, septembre et octobre ça a été vraiment des tout petits mois parce que il y a eu du coup les vacances. Évidemment je devais aussi terminer mon alternance pour laquelle j'étais en temps plein cette fois-ci, donc ça me prenait énormément de temps. Je suis partie en train en Europe, donc là pareil j'ai pas fait de projet. Ensuite il y a eu mon déménagement, vraiment tout s'est un peu enchaîné, c'était pas des mois où je cherchais à faire du revenu encore une fois et j'ai juste signé pour une deuxième fresque avec les Nanas de Paname. Ça veut dire que la première fresque leur a plu et qu'elles refaisaient appel à moi pour une deuxième. Donc c'était le même principe, j'ai créé le visuel, j'ai tracé les contours et lors de la soirée les gens étaient amenés à venir peindre avec moi. Le mois de novembre est un petit peu plus intéressant puisque là donc je suis de retour chez mes parents, je commence à vraiment bien lancer mon activité et cette fois-ci à chercher à en vivre, donc forcément j'ai eu un petit peu plus de revenus ce mois-ci. J'ai notamment signé mon premier projet avec une maison d'édition, donc j'étais super heureuse. Il s'agit de loisirs créatifs pour les enfants et je ne peux pas vous montrer puisque le projet sort le 30 juin, donc à ce moment-là vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Mais en tout cas voilà, ça m'a fait grave plaisir d'être contactée par
par une maison d'édition qui est quand même assez connue et ça m'a confortée dans le fait que je voulais vraiment faire ça comme activité. Et j'ai aussi lancé en parallèle ma boutique en ligne et mon site internet. Ça c'était vraiment un gros projet que j'avais envie de mener. Les marchés m'ont tellement plu, vendre mes créations c'est vraiment aussi quelque chose qui me motive, donc j'avais envie d'avoir une plateforme rien qu'à moi pour pouvoir le faire. Et ce site web a été lancé donc en novembre et réunit à la fois mon portfolio et à la fois ma boutique. Je pense que je vais continuer à essayer de mener cette barque là et j'en suis très heureuse. En décembre j'ai pas eu de très gros projets en vue, mon revenu est principalement dû au marché auquel j'ai participé. Donc en général vers la fin de l'année, avant Noël, il y a pas mal de marchés de création qui sont organisés et j'avais envie de participer à deux marchés, donc mon revenu principal est tiré de ces deux marchés là en décembre. En janvier et février c'était 2 mois extrêmement calmes, j'ai commencé à un petit peu déprimer, à me poser des questions pour la suite. J'ai commencé aussi à démarcher des clients à ce moment là mais ça n'a abouti à absolument rien pour le moment, donc peut-être qu'il faut que je revoie ma méthode sur ce point là, mais en tout cas c'était vraiment très calme. Peut-être que c'est dû au fait que l'année démarre et que les marques doivent justement mettre au point leur budget, leurs projets, etc. Mais en tout cas moi ça m'a fait un peu stresser et je me suis rendu compte de l'importance de diversifier ses revenus puisque le seul chiffre d'affaires que j'ai tiré de ces 2 mois-ci était YouTube, Patreon et ma boutique en ligne. Comme quoi il faut pas toujours tout miser sur les projets clients. Et j'ai aussi eu ma commission Skillshare du cours que j'ai mis en ligne sur leur plateforme. C'est un cours qui m'a demandé énormément de travail et au final il y a eu peu de retours, donc je ne sais pas si ça vaut le coup, mais en tout cas c'est le plus gros revenu que j'ai pu tirer de ces 2 premiers mois de 2023. Du coup on arrive en mars et en avril et c'est vraiment que depuis ces 2 derniers mois que les projets commencent un peu à arriver, des plus gros projets, des projets un peu plus conséquents. J'ai pas mal de choses sur le feu en ce moment que du coup je ne peux pas vous montrer ici puisque c'est souvent des projets qui sortent dans quelques mois voire l'année prochaine, donc ce sera pas pour tout de suite. En tout cas si jamais vous voulez suivre leur évolution, n'hésitez pas à venir sur Patreon puisque c'est là-bas que je partage un peu tout ce qui est backstage et coulisses de la création. Je donne des nouvelles par rapport aux projets sur lesquels je travaille en ce moment et j'aime bien le faire là-bas. Je trouve ça cool d'avoir cet espace dédié et voilà, donc j'espère que ces projets seront très chouettes et j'ai hâte qu'ils soient publics. Donc d'un point de vue professionnel, on se rend compte que j'ai vraiment eu que des gros projets à partir de mars-avril 2023. Donc ça prouve bien que une activité, ça prend du temps à être lancée, notamment quand on commence en parallèle de ses études ou d'une alternance ou d'un job autre. C'est Instagram principalement qui m'a fait connaître et qui me permet d'avoir des contacts. J'ai pas recommencé à démarcher depuis janvier-février, il faudrait que je m'y mette, mais il faut que j'ai la bonne méthode, ce qui n'est pas le cas pour le moment, j'ai l'impression. Ensuite on va passer à la catégorie des chiffres. Donc je sais que beaucoup de personnes se posent la question. C'est pas une question taboue de mon côté, mais je vais pas donner de chiffres exacts, tout simplement parce que je l'ai fait sur Patreon et ça me tient à cœur de leur laisser cette exclusivité là, puisque c'est des gens qui s'abonnent et qui sont là un peu pour ce côté exclusif, donc je préfère leur laisser. Je vais vous partager plutôt la répartition de mes revenus pour vous montrer que ça peut être important de diversifier un petit peu ses revenus lorsqu'on est freelance. On se rend compte quand même que la part la plus importante c'est les projets clients, mais juste en dessous il y a les marchés de création et ma boutique en ligne et ensuite il y a des plus petits revenus comme Patreon, YouTube ou les commissions, mais qui sont quand même là et qui font quand même plaisir quand on les touche et qu'on n'a pas encore eu de projet client justement. Mais voilà, comme quoi ça peut être intéressant d'essayer de chercher des revenus un petit peu aussi ailleurs pour ne pas dépendre à 100% de projets clients pour les mois où justement il y en a pas forcément. Je suis très loin d'en vivre encore pour le moment. Ça m'a pas surprise plus que ça, je suis pas déçue non plus. Je pense que c'est un petit peu logique quand on débute et que en plus on a démarré en parallèle d'une autre activité, donc là en l'occurrence mes études et mon alternance. Je suis plutôt quand même reconnaissante de bien démarrer selon moi et en plus de ça, ça me motive carrément pour la suite. Voilà, j'espère que ça va bien se passer pour les prochains mois et je pense que ce sera beaucoup plus parlant sur les revenus de l'année 2023 pour se rendre compte vraiment de comment ça fonctionne quand on est 100% freelance.
Maintenant, on va passer à la catégorie des conseils. Évidemment, il y en a énormément, c'est une liste non exhaustive. J'en ai sélectionné 5 qui sont pour moi les principaux conseils que je retiens de cette première année. Donc le premier pour moi, le plus important, c'est de bien se renseigner. Pour lancer sa micro-entreprise, en réalité c'est assez simple, pour déclarer ses revenus aussi, mais il y a plein de choses autour qui le sont beaucoup moins et pour lesquelles on ne va pas vous renseigner, c'est à vous d'aller chercher l'information. Et je pense que c'est important de le faire avant de se lancer ou dès le départ pour ne pas être surprise, ne pas être perdue avec toutes ces informations. Il y a énormément de choses à connaître, notamment sur la TVA, la CFE qui est la cotisation foncière des entreprises que toutes les entreprises payent, même les micro-entreprises, et les différents statuts évidemment, tout ce qui est plafond de dépassement de chiffre d'affaires et toutes ces choses un peu administrative et relou qu'il faut quand même bien connaître pour savoir ces choses-là, c'est super important. Je vous conseille personnellement de suivre la Micro by Flo, j'en ai déjà parlé et pour moi ça m'a vraiment sauvée, que ce soit son compte Instagram ou sa newsletter. Il fait des rappels, par exemple quand on doit faire une déclaration ou qu'on doit payer telle ou telle chose, il le rappelle, donc c'est vraiment chouette, c'est comme une petite notif de attention, ce mois-ci il va falloir que tu payes ça. Je trouve ça hyper cool et en plus de ça il explique vraiment tout très bien, il y a des pas à pas. Voilà, pour moi ça m'a vraiment beaucoup aidé et d'un point de vue général, se renseigner pour moi c'est vraiment la base pour ne pas être complètement paumée et un peu anxieuse de tout ce qu'il faut gérer autour de ce statut là qui est certes super simplifié par rapport à d'autres statuts mais qui a quand même beaucoup d'obligations à retenir, donc voilà, ça c'est vraiment le conseil numéro 1. Le conseil numéro 2 qui peut du coup faire un peu écho au premier, c'est de bien s'entourer. Quand on est freelance, on a tendance du coup à bosser chez nous, à être plutôt seul puisqu'on n'a pas de collègues, etc. Mais je pense que c'est vraiment super important de quand même essayer de s'entourer d'un petit réseau de personnes qui sont dans la même situation professionnelle que vous, qui peuvent vous donner des conseils, vous aider et vous-même vous pouvez aider à votre tour. Ça peut être des petits groupes que vous pouvez intégrer, notamment par exemple sur Discord, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être en allant dans des espaces de coworking parce que si vous avez une question, vous savez que vous pourrez vous tourner vers ce petit groupe là et pourquoi pas vous entraider tous ensemble, donc c'est cool si on peut être rassuré par d'autres personnes et qu'il peut y avoir ce système un peu bienveillant d'entraide. Je trouve ça très cool et très important. Ensuite, mon troisième conseil, c'est de bien établir son TJM, donc c'est le tarif journalier moyen. Il y a plein de sites qui permettent de le calculer. Personnellement, on a appris ça quand j'étais en master, donc on avait un cours de droit qui nous apprenait à rédiger un devis, établir un TJM, et c'est franchement quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et en gros, donc ça permet de calculer selon vos charges personnelles, donc votre loyer, le coût de vos logiciels, le coût de l'électricité, enfin ce genre de choses, un tarif journalier qui est propre à vous-même et à vos propres dépenses. Et ce tarif-là, vous pourrez ensuite l'appliquer à vos devis. Et c'est super important de le connaître dès le départ pour que vos devis soient au plus proche de la réalité, notamment de vos besoins, mais aussi du marché. Donc c'est pour pas vous dévaloriser et pour obtenir dès le départ un prix juste en fonction de votre travail. Ce tarif à la journée, vous pouvez aussi le diviser par heure pour des tâches qui prennent un peu moins de temps. Mais par exemple, comme ça, si un client vous demande une illustration et que ça va vous prendre en tout une journée à faire du début à la fin du projet, vous pourrez facturer en fonction de votre tarif journalier. Et en l'occurrence, pour une personne qui a par exemple un TJM de 400 € par jour, il faudra que son devis ne soit pas en dessous de 400 €. Donc c'est un peu des calculs à faire, mais c'est hyper important et je pense que pour toutes les personnes qui sont freelance ou qui comptent se lancer en freelance, il faut le calculer et voilà, c'est le petit conseil un peu chiffre mais qui est super important selon moi. Ensuite, le prochain conseil est aussi un peu dans les chiffres, mais c'est toujours pour établir un devis au plus juste prix pour vous-même et pour votre client, c'est de connaître un petit peu combien de temps vous mettez à faire une tâche. Et pour ça, n'hésitez pas à vous chronométrer ou à regarder sur le logiciel que vous utilisez combien de temps votre fichier a été ouvert. Comme ça, vous pouvez un petit peu évaluer au fur et à mesure combien de temps vous prend telle ou telle forme d'illustration, combien de temps ça vous prend par exemple de mettre en page une affiche, ce genre de choses, en sachant qu'il faut rajouter à ça le temps
a priori que vous allez mettre à répondre aux mails, à créer le devis et toutes ces choses un peu à côté qu'on oublie souvent mais qui font partie du travail. Et ensuite vous pourrez savoir du coup vraiment combien d'heures vous pourrez facturer ou combien de journées vous pouvez facturer, et je trouve ça important pour ne pas sous-évaluer son temps de travail. Encore une fois, au début c'est compliqué puisqu'on débute, mais justement c'est quelque chose qu'il faut ajuster au fur et à mesure de son activité. Peut-être qu'au début vous allez avoir tendance à sous-évaluer le temps que va vous prendre une tâche, et au fur et à mesure vous allez vous rendre compte que non, finalement votre illustration ne vous prend pas 3 heures mais 8 heures par exemple, et vous pourrez vous rapprocher pour les prochains devis d'un prix qui est beaucoup plus juste et plus proche de la réalité. Et enfin mon dernier conseil, qui est un conseil que j'ai obtenu il y a très peu de temps, comme quoi le partage d'expérience c'est toujours super utile, puisque moi j'étais pas au courant et je l'ai appris à la fin de ma première année de freelance, donc vaut mieux tard que jamais, c'est de rédiger des conditions générales de service. Donc c'est une forme de conditions générales de vente qui, elles, sont obligatoires lorsque vous effectuez de la vente avec un particulier. Par exemple, si vous avez une boutique en ligne, vous êtes obligé d'avoir des CGV sur votre site web, sur votre boutique en ligne. Et quand on effectue un contrat avec un professionnel, les conditions générales de vente ne sont pas obligatoires, mais vivement conseillées. Les CGS sont comme des conditions générales de vente, mais concernent la vente de services auprès de professionnels. Donc par exemple, si vous vendez vos services d'illustration à une entreprise, et il y a des clauses qui sont un petit peu obligatoires, et il y en a d'autres qui sont facultatives, mais qui sont très recommandées. Ça permet de protéger les relations entre vous et le client, que ce soit pour lui-même et mais aussi pour vous. Donc moi j'ai rajouté certaines clauses, notamment par exemple liées aux accidents du travail. Si je me casse par exemple un poignet, je ne peux plus dessiner, par conséquent le projet sera impacté, mais mes conditions générales de service indiquent que le retard pris dans le projet ne peut pas m'être reproché en cas d'accident de travail, que par conséquent le client est libre de prendre quelqu'un d'autre pour terminer le projet, mais qu'en revanche tout le travail déjà effectué doit être rémunéré. Donc voilà, il y a ce genre de clause là qui est super important selon moi à rajouter. En fonction de votre pratique, vous pouvez en rajouter d'autres. Je pense notamment aux personnes qui travaillent avec du matériel traditionnel comme de la gouache, crayon de couleur, aquarelle, tout ça, et qui par exemple sont amenés à devoir recommencer un projet. C'est pas comme sur Procreate, si vous devez changer une couleur où on peut swipe comme ça et ça change automatiquement. Quand on travaille au traditionnel, eh bien il faut tout recommencer à zéro. Donc ça peut être intéressant de mettre une clause là-dessus, comme quoi il y aura un tarif supplémentaire si la personne est obligée de tout recommencer. Voilà, donc il y a plein de choses à dire sur les conditions générales de service, mais je conseille vraiment à tous les freelances d'en avoir pour essayer de cadrer au maximum la relation avec votre client. Voilà pour les conseils. Donc bien sûr, comme je le disais, c'est une liste non exhaustive. Pour les personnes qui sont pas freelance, ça vous parle sûrement pas, mais moi je trouve ça super important de pouvoir faire ce partage d'expérience là. Si vous avez d'autres conseils, parce que évidemment je continue d'apprendre, je suis très loin de tout savoir, et je pense que au fil des années j'apprendrai encore et encore plein de choses, parce que la réglementation en France change vraiment super souvent. En tout cas, si vous êtes freelance et que vous avez d'autres conseils à partager, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaires, comme ça on pourra tous et toutes les lire. J'espère que cette vidéo a pu être intéressante pour vous et vous a plu. Je vous retrouve sur Instagram où je partage du coup plein de mes projets créatifs et de mes illustrations. N'hésitez pas à interagir et à échanger avec moi là-bas, ça me fait toujours super plaisir, et je vous dis salut pour la prochaine vidéo. Bye!